si vous nous rejoignez sur le plateau de TV Vendée, c'est lundi, nous sommes le 25 novembre. 25 novembre, 25 décembre, ça y est, J-31. Promis, je le ferai pas tous les jours, mais bon, fallait quand même que je marque le coup. Donc aujourd'hui, c'est lundi, nous sommes avec Antoine et nous avons devant nous 26 minutes pour faire le point sur l'actu 100% Vendée de ce début de semaine et le tout dans la bonne humeur. Et de l'actu, il y en a. Vous allez voir dans le journal, dans quelques instants, il s'est passé pas mal de petites choses ce week-end. Notamment, tiens, nous étions du côté de Mouchamp. Alors, Luçon, c'est parce qu'on en parle après. Mouchamp. Hier, avec Florian Wozniak, qui assistait à la commémoration des 95 ans de la disparition de Georges Clemenceau. Une stèle en l'honneur des combattants de la Première Guerre mondiale a été inaugurée pour l'occasion. Des dizaines de gerbes de fleurs ont été déposées sur la tombe du tigre. Cap également sur le littoral ce matin. Comment se portent les ostréiculteurs vendéens à un mois pile de ces fêtes de fin d'année, fin 2023. Souvenez-vous, ils avaient été confrontés à une interdiction de commercialisation de leurs huîtres suite à une pollution de l'eau. Eh bien, nous verrons dans quelques minutes si les consommateurs sont cette année au rendez-vous et quelles conséquences ont pu avoir ces interdictions. Et puis de la solidarité aussi ce matin. Nous parlions des fêtes, eh bien le bus de Noël du réseau Impulsion a remis les dons récoltés un petit peu partout dans l'agglomération ces dernières semaines. Il les a remises à 3 associations caritatives. Notre invité du jour, c'est Patrick Rangeard, PDG de la confiserie et chocolaterie Pinson à Montaigu-Vendée. Il va venir aujourd'hui partager ses conseils de patron pour trouver son maître d'apprentissage. Un rendez-vous à ne pas rater. Donc si vous êtes actuellement en recherche d'une alternance et si vous n'êtes plus devant votre écran au moment de l'interview, pensez tvvendée.fr, vous aurez le replay. Un numéro de téléphone pour réagir à cette matinale, le 06 84 54 77 23. Voilà, là c'est clair au moins et sans accroc. Et on enchaîne sur nos informations pratiques de ce 25 novembre. On commence avec la météo, avec les tendances du jour. Alors faut-il vraiment regarder ? Non, fermez les yeux, je vais vous raconter. Imaginez un ciel un petit peu couvert, un petit peu humide. Voilà, c'est ce qui est prévu au cours des prochaines heures. En gros, de la pluie pour tout le monde ce matin en Vendée. En revanche, cet après-midi, ce sera mieux. Les averses ce matin, elles concernent donc aussi bien l'est que l'ouest du département, avec quelques apparitions du soleil qui sont prévues sur la moitié ouest. Et il fait plutôt doux, autour de 10 degrés pour tout le monde. Cet après-midi, temps plus sec, sans grande variation au niveau des températures. Quelques averses qui sont toujours possibles au niveau du littoral, mais rien n'est sûr. Quelques mots sur cette nuit, puisque ça a soufflé encore. Nous étions en marge de la dépression Berthe qui passait au large de l'Écosse. 70-80 km/h, 102 km/h qui ont été relevés sur l'île Dieu. Regardons les horaires de marée, avec des coefficients qui sont encore plutôt faibles cette semaine encore. Le plus fort de la quinzaine, ce sera lundi prochain. Nous serons alors à 77. D'ici là, nous sommes à 39 et 42. Vous voyez, ça commence à remonter tout doucement. La prochaine pleine mer, eh bien, elle est en milieu de journée à 13h01 exactement. Et la basse mer à 18h54. Au niveau des marchés, eh bien, traditionnel rendez-vous du lundi à Benay et à Jars-sur-Mer, si vous êtes des habitués de la matinale de TV Vendée. À Benay, c'est de 8h à 13h, place du Champ de Foire. À Jars-sur-Mer, c'est de 8h à 13h, place des Ormeaux. Et comme nous sommes également le 4e lundi du mois, il y a la foire à la Châtaigneraie, place de la République. Ça se passe toute la matinée. Au niveau de la circulation, pas de ralentissement particulier ou extraordinaire à vous signaler. Nous avons quelques bouchons sur le contournement d'Esnay ainsi qu'à l'approche de La Roche-sur-Yon si vous venez des Sables d'Olonne. Au niveau de l'éphéméride, eh bien, qui dit le 25 novembre dit bonne fête aux Catherine, bonne fête aux Béatrice aussi. À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine, je ne vous apprends rien. À la Sainte-Catherine, l'hiver s'achemine, s'il fait froid, hiver tout droit. Bref, c'est le moment de planter. Après, il sera trop tard. Un petit mot sur les Catherinettes aussi, vous le savez, ces jeunes filles de 25 ans qui ne sont pas encore mariées. Alors, il faut quand même avouer qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup plus que quand la tradition a été lancée il y a quelques dizaines d'années, bien tassées. La tradition, c'est un chapeau bizarre. Dans les tons jaunes, ça c'est pour la réussite. Dans les tons verts, ça c'est pour l'espoir de trouver un mari, donc un chapeau jaune et vert. Et sachez que Catherine, eh bien, c'est aussi la sainte patronne des théologiens, des philosophes, des orateurs, des notaires, des étudiants ou encore des modistes et évidemment des couturiers. Alors là, je vous ai donné de quoi raconter quand même ce matin entre amis ou au café. On passe au journal.
Et nous commençons avec cet incendie qui s'est déclenché cette nuit à Loie. 8 poids lourds et engins de TP dans la cour de l'entreprise Charpentier TP à proximité de la D137, cet axe qui relie Chantonnay à Saint-Fulgent. 21 pompiers et plusieurs lances ont été mobilisées au milieu de la nuit. L'intervention était toujours en cours vers 5 heures du matin. Une série noire aussi, c'était hier après-midi à la SNCF. Un peu après la gare de l'Herbergement, un TER est tombé en panne avec 200 passagers à bord, mais le TGV qui devait lui venir en aide pour le tracter est lui aussi tombé en panne, lui aussi avec 200 passagers à bord. Les 400 personnes ont été regroupées dans le train à grande vitesse, train qui est finalement arrivé à La Roche-sur-Yon à 20h. Les passagers qui allaient au Sables d'Olonne ont terminé leur trajet en bus et le retour à la normale a eu lieu dans la soirée. Et puis, autre incident du week-end, cette famille coincée sur le passage du Gois hier soir à 19h, en pleine nuit donc, 2 adultes et un enfant surpris par la montée des eaux. Ils ont dû se réfugier sur une balise avant d'être secourus par les pompiers. L'interdiction de commercialisation de leur production juste avant les fêtes avait sonné toute la profession l'an dernier. À un mois de Noël, où en sont les ostréiculteurs ? 60% de leur chiffre d'affaires se fait entre novembre et janvier. 4 huîtres sur 10 sont mangées en décembre. Autant dire qu'il y a de l'enjeu. Les consommateurs seront-ils au rendez-vous cette année ? C'est une enquête de Cyril Guillet. Ici, sur le marché de l'Aiguillon-la-Presqu'île, les huîtres trônent toujours en bonne place sur les étals. Et les clients achètent en toute confiance. Pour moi, je continue à en manger sans aucun souci. Aucun problème, parce que s'ils les vendent, c'est que c'est bon. On a confiance. Ils font attention aux régions. On voit bien sur la vente qu'on en vend plus qu'au départ. Il faut savoir que depuis la contamination au norovirus de certaines huîtres qui avaient engendré leur interdiction à la vente, de nombreuses actions ont été menées et ce, à différents niveaux. Le premier niveau, c'est la prise de conscience de la part des collectivités sur la nécessité de mettre aux normes le réseau d'eau, l'assainissement. Voilà, mais ça prend du temps. Le second volet mis en place, il est en partenariat avec les services d'État, notamment sur la traçabilité et les raisons sanitaires qui peuvent être développées. On a mis en place un indicateur qui permet de pouvoir suivre et anticiper les potentielles crises sanitaires au niveau de l'eau. C'est une expérimentation qui va durer à peu près sur 2 ans, pendant laquelle on va récupérer de la donnée qui permettra après de fiabiliser un nouveau protocole sanitaire et de pouvoir adapter les temps de purification au moment où potentiellement les eaux peuvent être polluées. Sur la baie de Bourgneuf, cette contamination a largement fragilisé ses producteurs. On peut estimer en gros un impact qui va de 35 à 50% en fonction des entreprises. On pourrait croire que ça a été un petit peu différent, sauf qu'il y a eu un été qui n'a pas été extraordinaire non plus. Et il n'y a pas eu d'indemnisation encore qui ont été faites, puisqu'on considère que le stock n'a pas été perdu, sauf que le stock il est déprécié. L'avantage que ça a, c'est que comme les huîtres sont restées un petit peu plus longtemps dans les bassins, c'est qu'on a eu cette année et qu'on a pour les fêtes des huîtres avec un taux de chair et d'une qualité franchement extraordinaire. Donc on mise aussi là-dessus. Une campagne de communication a même été lancée pour inviter les consommateurs à manger des huîtres différemment, notamment celles de plus gros calibre, en les cuisinant chaudes, en velouté, au barbecue ou bien encore en les gratinant. Dans le sud Vendée, le Nid des aidants vient d'inaugurer son premier bureau mobile. À son bord, la coordinatrice Aurélie Lecamus. Elle sillonne les routes vendéennes pour aller à la rencontre de tous ceux qui aident leurs proches dans leur maladie. L'intérêt du camion, c'est d'aller vers ceux qui n'ont pas les moyens de se déplacer ou qui n'osent pas. On est vraiment dans cette logique d'aller vers qu'on retrouve dans le sud Vendée avec le camion, mais c'est aussi le cas sur les autres territoires où il n'y a pas de camion. Mais par contre, il y a des bureaux en proximité et on a pas mal de partenaires et des mairies partenaires qui du coup nous mettent à disposition des bureaux pour qu'on puisse vraiment aller au plus près de la population. Donc ce mot aidant, aujourd'hui, c'est important qu'on en parle dans les médias. On essaie aussi de communiquer au maximum pour que les gens du coup puissent se reconnaître. Donc à partir du moment où on accompagne une personne qui est en perte d'autonomie, on est aidant. Et du coup, possiblement, on peut être épuisé et on peut avoir besoin d'aide. Donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Et il existe actuellement 5 antennes du Nid des aidants en Vendée. Le camion, lui, intervient sur les communes de Fontenay-le-Comte, Luçon, La Châtaigneraie, Benay, Saint-Pierre-du-Chemin, Bazoges et Saint-Hermine.
Du monde hier à Mouchamps pour la commémoration des 95 ans de la disparition de Georges Clemenceau. C'était le 24 novembre 1929 à Paris, alors que l'homme d'État avait 88 ans. Une cérémonie célébrée en présence de nombreux officiels, dont Bruno Retailleau, nommé lui aussi ministre de l'Intérieur, 118 ans après le Tigre. Florian Wozniak. Attention pour les couleurs! Ouais! Envoyez! Ils sont près de 100 porte-drapeaux venus de toute la Vendée pour honorer ce 95e anniversaire de la disparition de Georges Clemenceau. Un hommage sobre, comme le voulait le Tigre dans son testament. D'abord, il a voulu être enterré ici, le plus simplement possible, et en plus, il a appelé ça le bois sacré. On avait des choses à respecter parce que Clemenceau avait dans son testament, il fallait que ce soit le plus simple possible. Donc avec les pierres qui sont ici, c'est simple, on a respecté la volonté du Tigre. Une cérémonie durant laquelle les officiels se sont succédés pour venir fleurir la tombe de l'ancien ministre de l'Intérieur, enterré près de son père au Colombier. Alors nous avons dévoilé également ce matin aussi une petite stèle très modeste qui a été placée dans un espace juste avant l'entrée du bois où il y a de la terre d'une commune martyre de l'Est de la France, de la Meuse. Et symboliquement, nous souhaitions la poser près du bois pour rendre hommage justement à cet attachement qu'avec Clemenceau pour les poilus, qu'avec Clemenceau pour tous ces villages de France qui ont subi la guerre. Un attachement particulier qu'avait le père de la Victoire pour sa Vendée natale, qu'a souhaité rappeler le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Il avait cette phrase qui doit parler à tous les Vendéens, qui me parle puisqu'il a été ministre de l'Intérieur, je suis ministre de l'Intérieur, mais je ne me compare pas à Georges Clemenceau. Cette phrase qu'il a souvent prononcée est la suivante: c'est au tempérament vendéen que je dois le meilleur de mes qualités. Chaque année, le 24 novembre est donc un jour spécial pour la commune de Mouchamps, l'occasion de ne pas oublier ceux qui se sont battus pour la liberté. C'était un peu Noël avant l'heure ce week-end pour les associations caritatives de La Roche-sur-Yon. Le bus de Noël organisait sa 7e distribution de dons récoltés en novembre un petit peu partout dans l'agglomération lyonnaise. 3000 jouets remis à la Croix-Rouge, au Secours catholique et à Face Vendée. On est venu partager l'esprit de Noël et partager des jeux pour les enfants un peu plus démunis et qui ont besoin. Pareil pour la plus grande, qu'elle comprenne ce que c'est que le partage et de réutiliser d'autres cadeaux. Ce midi, il a fallu prendre le temps d'expliquer, de savoir si on l'utilisait encore ou pas, et d'expliquer qu'il y en a d'autres aussi qui vont arriver, donc se délaisser et pour mieux récupérer d'autres aussi. Faire de la place chez nous. En cette période-là, oui, je trouve ça normal de partager, vraiment. Et puis, je vous propose de partir maintenant à la découverte du plus grand musée de France. C'est un programme de la Fondation La Sauvegarde de l'Art Français depuis 2018. L'initiative permet de faire découvrir le patrimoine local aux lycéens de toute la France. C'est la 2e édition en partenariat avec la région des Pays de la Loire. Une classe de Vendée y participe. Ce sont les élèves de seconde du lycée Colette Lebray à Aisnay. Il y a 5 œuvres ou objets qui sont dans l'espace public, dans différents lieux, dans un rayon de 30 km autour du lycée, qui vont aller découvrir sur place. Ils vont rencontrer les élus locaux, les associations locales de sauvegarde du patrimoine. Et la conservatrice va leur donner des explications sur ces œuvres. Et suite à ça, ils vont travailler sur ces œuvres jusqu'à un concours d'éloquence en fin d'année, où ils devront débattre entre eux, puis choisir une œuvre à laquelle on remettra une enveloppe de 10 000 € mise sur la table par la région Pays de la Loire. Alors, qu'y a-t-il cette année dans le catalogue ? Eh bien, 5 œuvres que je vous propose de découvrir. Alors, ce sont 5 œuvres qui ont été sélectionnées pour leur diversité, donc diversité de matériaux, diversité de thématiques. Donc, une maquette de bateau, un tableau monument aux morts, une boîte à musique, un tableau d'église, un drapeau des anciens combattants. Voilà. Donc ils sont dégradés, ils ont besoin de restauration, donc on va pouvoir aller les voir et comprendre ce qu'il faut faire pour les restaurer.
Voilà ce que nous pouvions dire pour le flash. On reviendra sur le Vendée Globe dans quelques minutes. Juste le temps de vous dire que c'est Charlie Dalin qui est en tête ce matin au dernier pointage. Maintenant, la météo. Eh bien, avec de la pluie pour tout le monde ce matin, jusqu'en milieu de journée, il n'y aura pas de jaloux. Un ciel couvert avec peut-être quelques éclaircies sur le littoral nord-ouest vendéen. Pour tous, également de la douceur, pas en dessous de 10 degrés ce matin en Vendée. Et puis moins de vent après la nuit un peu tempétueuse que nous avons eue. Nous allons passer maintenant à la suite de cette matinale, la deuxième partie. Et comme chaque lundi, elle commence avec le récap sport du week-end. Alors, comment ça s'est passé cette fin de semaine sur les différents terrains sportifs de Vendée ? Eh bien, je vous propose de faire un petit tour au Vendespace pour aller voir le championnat du monde de VTT trial. On va parler également de rink hockey, de hockey sur glace et de football, le tout avec Alexandre Lenaour. Salut les sportifs, c'est l'heure de votre journal des sports du lundi 25 novembre 2024. Au programme, une finale de Coupe du Monde au Vendespace, un derby électrique en rink hockey. Le Hogli voit la vie en rose face à Toulouse et puis retour aux affaires en National 2 pour les herbiers. Pour la toute première fois, la Vendée accueillait ce week-end la finale de la Coupe du Monde de VTT trial. Depuis vendredi, 18 nations et 133 pilotes avaient investi le Vendespace pour la dernière manche de la saison. Du très grand spectacle offert par les meilleurs mondiaux de cette discipline qui consiste à franchir des obstacles à vélo et ce sans poser le pied à terre. Les trialistes disposent d'un temps limité pour terminer le parcours et récoltent des points selon les difficultés franchies. Obstacles en pierre, en bois ou en béton, certains pouvant même atteindre jusqu'à 2,50 m. Des performances de haut vol qui ont conquis les quelques 5000 personnes venues sur les 3 jours de compétition. La locale de l'étape, Emma Louineau, a brillé devant son public. Qualifiée en finale dimanche, la licenciée de 21 ans du VTT Rié-Océan conserve sa 5e place mondiale. Je pense que j'ai quand même très bien roulé aujourd'hui, je finis 6e, c'est super, je garde ma 6e, 5e place internationale. Je trouvais que les passages étaient très techniques et très précis et c'est des choses que j'aime bien. Je les ai pas tous réussis mais en tout cas le niveau était parfait pour les femmes. Le complexe de la Montparière au Poiré-sur-Vie a vécu samedi soir un derby électrique. En N1 élite de rink hockey, le Poiré Roller en orange et noir recevait l'équipe de la Vendéenne maillot blanc. Un derby à très haute intensité et en première mi-temps, le courant passe mieux côté Genot. Bien plus en réussite, le Poiré déroule son jeu et enchaîne les buts face à une équipe lyonnaise bien plus en difficulté. 4-1 à la pause pour les Genots, on se dit alors que le derby est promis au orange et noir. Mais la Vendéenne se rebiffe en deuxième période, les hommes en blanc retrouvent progressivement des couleurs pour venir égaliser à 4 buts partout. Dans une fin de match marquée par les très nombreux avertissements reçus côté Genot, c'est finalement La Roche-sur-Yon qui a le dernier mot. Victoire 6-4 dans une ambiance survoltée, une chose est sûre, la N1 élite a bel et bien retrouvé son derby vendéen. Du rink, mais aussi du hockey sur glace, samedi, non loin de là. Le Hogli se frottait au leader Toulouse-Blagnac à la patinoire Arago de La Roche-sur-Yon. Match caritatif oblige, ce sont bien les Lyonnais qui évoluent en rose face aux Toulousains. Et face à la Ville Rose, le hockey glace lyonnais ne s'est pas contenté d'une prestation en demi-teinte. Jamais véritablement inquiétés en défense, les hommes de Juraj Oselka ont fait le boulot sur la glace pour offrir à leur public une victoire de prestige. Succès convaincant 4-0 pour le Hogli à l'occasion de cette 8e journée de D2. C'était un bon match devant le public qui était présent, donc ça fait toujours plaisir de regagner à la maison. Parce que cette année on avait du mal et là on a gagné, donc très bien. Je pense que les gars ils ont été présents dès le début du match jusqu'à la fin, ils ont été dedans et ça fait la différence. Ce qui est dit dans le vestiaire, ça reste dans le vestiaire. Mais oui, je les ai félicités pour leur match. Une semaine après son exploit en Coupe de France et sa victoire face à l'AC Ajaccio, le VHF retrouvait le championnat avec la 11e journée de National 2. Vendredi soir face à Poitiers, les herbiers en rouge et noir dominent le début de partie. Mais à la demi-heure, les Vendéens sont moins bien. N'en déplaise aux spectateurs de Massabielle, pénalty à la 39e pour le Stade Poitvin. C'est au fond et ce sont donc les visiteurs qui mènent à la pause 1-0. Les Herbretais vont s'offrir plusieurs occasions pour revenir à hauteur mais sans réussite. À 10-11 en fin de match, le VHF aurait même pu voir les Poitvins faire le break sans cet arrêt de Jaworski sur pénalty. Le score ne bougera plus, une défaite 1-0 qui signe une fin de série pour les Herbretais après 10 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Cap désormais sur le 8e tour de la Coupe de France, dimanche prochain à l'extérieur face aux Girondins de Bordeaux.
Voilà, vous savez tout presque de l'actualité sportive du week-end. Et puisque le sport ne s'arrête jamais sur TV Vendée, rendez-vous dès ce soir à 18h45 pour 85 chrono. Et preuve qu'il ne s'arrête vraiment pas, nous allons maintenant passer au Vendée Globe. Alors je vous le disais, nous passons donc au Vendée Globe. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end du côté de nos 39 skippers? Eh bien, vous allez avoir quelques nouvelles directement envoyées par la flotte. Elle est actuellement au large du Brésil. Elle pique maintenant vers le premier des 3 caps. Attention, on va réviser la géographie. C'est le cap de Bonne-Espérance qui est à la pointe sud de l'Afrique. Regardez. Ça déboule ce matin à bord de MACSF. On avale les 1000. Les compteurs s'affolent. Les leaders du Vendée Globe naviguent à plus de 25 nœuds de moyenne. Moi, je pense qu'il y a de grandes chances que le record des 24 heures de Johan tombe dans la journée. Je ne sais pas encore avec qui, quel bateau, mais ça va tomber plusieurs fois, c'est possible. Donc ouais, j'essaye de lâcher un peu les chevaux là en ce moment. Et Damien Seguin, lui aussi, fait parler la poudre, comme nous le montrent ces images rares filmées depuis l'intérieur de son bateau, au ras de l'eau. À l'arrière du peloton, les sillages sont moins creusés. Seulement 2 concurrents naviguent encore dans l'hémisphère nord. Et au passage de l'équateur, chacun leur tour, les marins honorent la tradition. J'ai la tête en bas. Comment c'est possible? Ah, je crois qu'on est dans l'hémisphère sud. Enfin! Alors il y a un petit coup pour Neptune. Voilà, un petit coup pour le bateau. Hop, voilà. Et une goutte pour le marin. À boire avec modération, évidemment. À bord des IMOCA, on est assez loin du poulet du dimanche et la table tangue un peu, comme à bord de Paprec Arkea. Violette d'Orange, elle, apprécie une petite douceur concoctée par son équipe. Bon appétit! Incroyable. En fait, j'ai un fromage énorme comme ça. J'ai 250 grammes pour 5 jours. Donc ça fait tous les jours un petit morceau de fromage. C'est trop chouette. Et je vous propose de faire un petit point sur le classement. Alors au dernier pointage, vous le savez, c'est tous les matins à 7h. Première place, Charlie Dalin. Deuxième, Thomas Ruyant. Troisième, Johan Richaume. Et quatrième, notre Vendéen, notre skipper local de l'étape, Sébastien Simon du groupe Dubreuil. Passons à l'extrait du jour. Et comme chaque lundi, je vous propose de retrouver Grégoire de Châtillon. On va partir du côté de Bretignolles-sur-Mer pour avoir un aperçu de son dernier numéro des Passionnés. Il est allé à la rencontre de Jean-Luc Alias, un passionné des Templiers qui vient de sortir un livre sur le sujet. Les Templiers de Vendée, on va y revenir, Jean-Luc. Oui. Cette passion que vous avez pour les Templiers, elle remonte à quand? C'est déjà la passion pour l'histoire qui vous anime depuis peut-être l'enfance, l'adolescence, racontez? Alors, l'enfance, oui, parce que quand j'étais en école primaire comme tout le monde, j'étais passionné quand le maître nous parlait de chevaliers. Ah. Voilà, alors je commençais non seulement à l'écouter, mais à dessiner des chevaliers. Voilà. Après, quand je suis parti en secondaire, je crois que c'est la période de 5 ou 4e, quand on parle du Moyen-Âge, j'étais vraiment à l'écoute. Depuis plusieurs décennies, peut-être une trentaine d'années, vous fouillez, vous cherchez, vous allez sur les traces des Templiers un peu partout. Qu'est-ce qui vous plaît le plus chez ces Templiers? C'est quoi leur valeur? Leur valeur de chevalerie, effectivement, la protection de l'autre. Hein, le courage au combat et surtout, je dis, la chevalerie reliée, bien entendu, à la prière. Ce qui est en fait un petit peu... C'est un peu paradoxal. On a la Bible d'un côté et l'épée de l'autre. Donc, moi, ça m'a bien séduit, peut-être comme ici les chevaliers de la Garnache, les seigneurs de la Garnache, de Commequier, ont été séduits justement par ces valeurs qui étaient nouvelles à l'époque. À l'époque, on combattait, c'était tout.
Et Jean-Luc, voilà, c'est ça Antoine, je voulais faire ça. Jean-Luc Alias, c'est donc l'auteur de ce livre, Les Templiers en Vendée, et vous allez en savoir un petit peu plus sur lui et sur le livre dans le numéro des passionnés donc de ce jour. On change de cam et on lance le jeu de la matinale. Avec une nouvelle question puisque nous sommes lundi et aujourd'hui je vous demande la particularité de cette classe du collège Édouard Herriot à La Roche-sur-Yon. Pourquoi nous en avons parlé la semaine dernière dans les journaux? C'est un dispositif plutôt rare, il en existe 10 en Vendée, ça c'est l'indice du jour, pour essayer de comprendre quelle est la particularité de cette classe du collège Herriot à La Roche-sur-Yon. Et c'est le Cinéville, notre partenaire fort à propos au vu de la météo de cette semaine. Le Cinéville, donc 2 gagnants parmi vous qui repartiront chacun avec 2 places pour le film. Et la séance de leur choix vendredi après tirage au sort. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour m'envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. On marque une courte pause et on se retrouve juste après. À tout de suite. Don't worry, baby. Just call my name. I'll be there in a hurry.